Selon un rapport publié en janvier 2022 par le Center for International Policy, un groupe de réflexion américain, certains pays africains ont dépensé plus de 161 millions de dollars dans divers cabinets de lobbying aux États-Unis. Pour quel objectif et quels résultats? Nos confrères du magazine Jeune Afrique ont enquêté sur les lobbyistes sollicités par l'élite politique africaine. Washington, capitale du lobbying africain, c'est le titre de cette investigation signée entre autres Romain Gras. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au sein de la rédaction de Jeune Afrique. Tout d'abord, pourquoi vous êtes-vous intéressé à cet univers opaque régi par le secret? L'intérêt pour nous, il est assez évident. C'est-à-dire que si on se concentre simplement sur l'aspect financier, comme vous l'avez dit, ça génère chaque année plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions de dollars, la clientèle africaine à Washington dans le milieu du lobbying. Donc il y a déjà l'intérêt de ces chiffres qui suscitent déjà beaucoup de fantasmes. Après, il y a l'engouement qu'on constate autour de ces cabinets depuis plusieurs années. Parce que si ces chiffres, les 161 millions de dollars dont on a parlé, ne concernent qu'une poignée de pays, tous les pays ont recours ou ont eu recours à ce type de service. Alors quel est le rôle de ces représentants américains mandatés par l'élite politique africaine ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que Washington est un peu devenu un champ de bataille à part entière de certains dossiers africains. Donc quand ces cabinets sont sollicités, c'est généralement pour essayer d'influencer la politique américaine et de la faire pencher en faveur du pays qui sollicite évidemment ces cabinets dans divers dossiers. Ça peut être des dossiers politiques, on va en parler sans doute au niveau de la RDC, ça peut être des dossiers diplomatiques. Si je prends l'exemple par exemple du grand barrage de la Renaissance qui a suscité l'intérêt à la fois des Égyptiens et des Éthiopiens à Washington. Donc il y a diverses raisons pour lesquelles ces cabinets sont sollicités. Alors dans votre enquête, un nom ressort, il s'agit de celui de Brian Ballard. Qui est cet homme ? Alors, on s'est intéressé à Brian Ballard, notamment parce que c'est l'un des lobbyistes qui représente aujourd'hui le gouvernement congolais. C'est quelqu'un qui est assez intéressant parce que il était basé en Floride toute sa carrière, et quand Donald Trump a été élu, il a ouvert son bureau à Washington. C'est quelqu'un qui a fréquenté l'élite politique de Floride pendant près de 30 ans, qui a été l'un de ceux qui a levé beaucoup de fonds pour Donald Trump pendant sa campagne, et qui donc, quand Donald Trump a été élu en 2016, est devenu un des lobbyistes les plus sollicités de Washington, notamment par la clientèle africaine. Alors vous l'avez dit, Brian Partner défend le gouvernement de RDC. Pour quelles raisons et combien cela coûte aux autorités actuelles à Kinshasa ? Alors ce contrat-là, le gouvernement congolais est engagé dans deux contrats de lobbying. Enfin, le ministère de la Communication est engagé dans 2 contrats de lobbying, dont celui-ci qui est chiffré à 900 000 dollars par an. Maintenant, les raisons... Alors sur le contrat, il y a marqué que c'est notamment pour aider la RDC à se positionner comme pays solution sur les questions de changement climatique, qui est l'un des objectifs affichés par la RDC de Félix Tshisekedi. Après, dans la pratique, ce cabinet essaye notamment en ce moment de pousser pour un soutien américain sur les questions du conflit qui oppose la RDC au Rwanda avec la rébellion du M23. S'agit-il d'une forme de diplomatie privée ? Certains lobbyistes utilisent ces termes exacts de diplomatie privée pour parler de leur activité. C'est très souvent, en fait, on a l'impression que ces cabinets font aussi le travail un peu d'une ambassade, c'est-à-dire que essayer de faire pression sur une administration qui est tentaculaire et dont les pôles d'influence sont souvent multiples. Et donc, ces cabinets servent aussi à leurs clients à se repérer, si vous voulez, dans cette administration un peu tentaculaire. Vous expliquez également dans votre enquête qu'à l'approche de la présidentielle prévue en décembre prochain en RDC, les opposants s'activent également sur le marché de l'influence à Washington. De qui s'agit-il ? Alors, avant que le gouvernement congolais ne signe les 2 contrats de lobbying dont je viens de parler, 2 des principaux opposants et candidats à la présidentielle qui est censée se tenir à la fin de l'année avaient déjà engagé des cabinets de lobbying. Il s'agit de Moïse Katumbi, qui est un habitué pour le coup, lui, de ce milieu-là, et Martin Fayulu, qui était candidat en 2018. Et ils sont ceux qui aujourd'hui tentent de faire pression, notamment au niveau du Congrès, pour pousser l'idée que les élections doivent se tenir dans les délais, qu'elles doivent être libres et crédibles. Le recours des lobbyistes américains de la part des acteurs politiques congolais est-il une nouveauté ? Pas vraiment. Ce qui est assez amusant avec ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que c'est dans une certaine mesure un remake de ce qui s'est passé
En 2016-2018, le contexte était totalement différent. À l'époque, Joseph Kabila est sous pression de l'administration Obama. Plusieurs généraux ont été mis sous sanction. Donald Trump vient d'arriver au pouvoir et il espère profiter de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump pour essayer de changer un peu la position américaine vis-à-vis de la RDC à l'approche d'une élection où sa position reste un peu floue. À l'époque, on ne sait pas s'il va se présenter ou non pour un troisième mandat. Et face à lui, à cette époque déjà, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Félix Tshisekedi ont aussi des cabinets de lobbying à leur service. On apprend dans votre enquête également que le Maroc dépense chaque année plus d'1 million de dollars. Qui sont les lobbyistes recrutés par Rabat et quels dossiers sont-ils chargés de défendre ? Alors, le Maroc est un habitué aussi de ce milieu du lobbying. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que en décembre 2020, Donald Trump a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, qui est un dossier clé pour le Maroc. Et donc, quand Joe Biden est arrivé au pouvoir, le Royaume a essayé de faire en sorte que Joe Biden ne change pas la position qui avait été prise par Donald Trump, et donc a multiplié les contrats de lobbying, en a noué 3 depuis novembre 2021 pour un montant de 150 000 dollars par mois à peu près, pour essayer notamment d'avancer sur ce dossier du Sahara occidental sur lequel l'administration Biden est un peu sous pression. Enfin, ces lobbyistes américains que l'Afrique s'arrache, permettent-ils réellement d'obtenir des résultats concrets ? On peut toujours s'interroger sur la finalité quand on voit les montants, on peut évidemment toujours s'interroger sur la finalité de ces contrats. Ce que ça dit, je pense, c'est que les États-Unis aujourd'hui sont devenus un champ de bataille à part entière de plusieurs dossiers africains, et qu'il y a la nécessité de se positionner via ces cabinets pour essayer d'influencer certains de ces dossiers. Maintenant, encore une fois, il faut pas forcément généraliser et prendre au cas par cas et voir où est-ce qu'il y a des résultats, mais c'est toujours délicat de voir si effectivement ça vaut la peine de dépenser autant d'argent dans de tels cabinets. Romain Gras, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Votre enquête intitulée Washington, capitale du lobbying africain, est à retrouver sur le site internet jeuneafrique.com, également sur le mensuel qui paraît ce mois-ci. Merci à vous. Merci.